Villefranche est un lieu exceptionnel, une perle d'azur, parée d'une beauté naturelle incontestable qui fait d'elle un atout touristique majeur pour notre région. Elle a attiré de nombreux artistes, à l'image de Jean Cocteau, qui y séjournait régulièrement, et y réalisa les remarquables peintures de la chapelle Saint-Pierre. De nombreux films ont été tournés dans le somptueux décor villefranchois. Des savants, venus du monde entier, y ont travaillé, tout particulièrement à la station de zoologie marine, devenue observatoire océanologique. Mais Villefranche a aussi occupé un rôle stratégique essentiel. On atteste la présence navale russe au temps des tsars, durant la seconde moitié du XIXe siècle, puis le stationnement de la marine américaine, l'US Navy, dans le cadre de l'OTAN au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, cet intérêt constant trouve son origine dans le site naturel de la rade de Villefranche, sa beauté, mais aussi, et surtout, la profondeur de ses eaux. Cette volonté récurrente de se rendre maître de la rade est sans doute ce qui a amené la fondation même de la ville franche, puis la construction de la citadelle, et enfin l'aménagement du port de la Darse. Charles II fonde Villafranca le 10 août 1295. En fait, il octroie une charte prévoyant franchise et exemption pour attirer tous ceux qui auraient le courage de s'installer au bord de la mer. Le littoral est alors répulsif, car les terres y sont peu fertiles et l'on manque d'eau. De plus, tous les dangers viennent de la mer. Lauda la mar, matenti en terra. Loue la mer, mais reste à terre, a-t-on coutume de dire. Malariba. C'est ainsi qu'est désignée une côte sauvage et quasi déserte jusqu'au XIIIe siècle par une population peu nombreuse, à l'origine installée sur les hauteurs de Montolivo, l'actuel quartier Saint-Michel. La volonté assez précoce de protéger cette nouvelle implantation amène la construction de remparts autour de cette ville nouvelle, l'actuel Vieux-Villefranche. Quelques vestiges subsistent de ces anciennes fortifications. La Torre Vecchia, datant du XIVe siècle, en est un exemple intéressant. À la suite d'une véritable guerre civile qui déchire la Provence, le comté de Nice se donne à la Maison de Savoie, 1388. C'est la fameuse dédition. Désormais, la rade de Villefranche apparaît comme la lucarne maritime d'un état alpin, le seul port naturel du comté, car le bassin Lympia n'existe pas encore. Pendant 4 siècles, les princes de la Maison de Savoie vont choyer Villefranche, leur seul port, car celui-ci conditionne leur rayonnement international, commercial, stratégique et politique. Le 10 août 1557, le duc de Savoie Emmanuel Philibert, surnommé Testa de Ferre, véritable condottiere allié aux Habsbourg, écrase les troupes françaises du roi Henri II à la bataille de Saint-Quentin.
dès l'avènement d'Emmanuel Philibert, émerge le projet de construction du Fort Saint-Elme, le véritable nom de la citadelle de Villefranche. Ce projet est confié au Milanais Gianmaria Olgiati, supremo ingegnero et principal architecte de Charles Quint. Il semble que les travaux aient commencé dès 1554, la première tranche ayant été effectuée côté mer, et c'est de là, pensait-on, que venait le principal danger turco-barbaresque. Deux hommes vont jouer un rôle très important dans la construction de la citadelle. André Provana de Leni, conseiller et homme de confiance du jeune duc, et Benedetto Alla, ingénieur et architecte, principal collaborateur d'Olgiati. Le dispositif est complété par la construction du fort du Montalban sur les hauteurs du Mont-Boron et de la tour Saint-Hospice au Cap Ferrat. Tous deux constitueront une véritable chaîne défensive et seront là pour protéger le bijou de la couronne ducale de Savoie, Villefranche et sa rade. Ainsi, la citadelle de Villefranche est un des premiers exemples de forteresse bastionnée. Le Fort Saint-Elme répond aux nouvelles exigences de l'architecture militaire liées au développement de l'artillerie à poudre. Le rempart de ce fort d'un nouveau genre est rempli de terre et son plan obéit à un tracé polygonal sans angle mort. Le site, de 3 hectares environ, est escarpé, pentu. Ceci explique le plan irrégulier et trapézoïdal de l'édifice. Côté montagne se dressent 2 bastions semblables avec seulement au nord des flancs à horillons. C'est la principale nouveauté de la citadelle de Villefranche, dotée de bastions arrondis rappelant par leur forme le lobe de l'oreille. Pour compléter le système défensif de la citadelle, des échauguettes sont placées au sommet des bastions. Circulaires et présentant un léger encorbellement, elles sont caractéristiques du génie militaire italien de la Renaissance. En temps de paix, l'échauguette abrite une sentinelle chargée de surveiller les fossés. En temps de guerre, elle peut être démontée pour ne pas servir de cible aux tirs ennemis. Le dispositif mis en place est surtout là pour protéger le premier port aménagé, la darse. Darsena est un mot génois, mais d'origine arabe, désignant le bassin d'un port méditerranéen, généralement fermé d'une chaîne. Ce premier aménagement est d'abord à vocation militaire. Les 3 galères d'Emmanuel Philibert, répondant aux ordres d'André Provana de Leni, participent vaillamment à la fameuse bataille de Lépante, première victoire de la chrétienté sur les Turcs. La maison de Savoie, grâce à son port et sa citadelle de Villefranche, devenait ainsi une véritable puissance méditerranéenne. Le plus brillant des descendants d'Emmanuel Philibert, Victor Amédée II, parviendra même à ceindre la couronne de Sicile, puis de Sardaigne. Ceci amène les souverains à améliorer et à agrandir le port royal de la Darse. Renforcement et prolongement du môle, creusement du bassin du Radoub, destiné à la construction navale, la forma delle galere, érection d'un phare, établissement d'un arsenal, d'une forge, une corderie royale.
La citadelle a été une réussite architecturale incontestable. Toutefois, au plan géostratégique et au regard de l'histoire, ce formidable outil de dissuasion s'est avéré insuffisant. Le fort Saint-Elme capitule presque immédiatement face aux armées françaises. C'est que la citadelle était censée être appuyée par le fort du Montalban pour résister à une éventuelle attaque par voie maritime. Or, les invasions successives françaises se font par voie terrestre. Le fort du Montalban, trop petit et doté d'une faible garnison, ne peut résister. Une fois investi par l'ennemi, le relais défensif se retourne contre le chaînon principal du système, la citadelle. Placée en contrebas, menacée par une canonnade terrible, elle est chaque fois obligée de se rendre. Français depuis 1860, comme tout le comté de Nice, le fort Saint-Elme servira de cantonnement militaire, accueillant le 24e bataillon de chasseurs alpins dans la caserne Gaston de Foix. Mais au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la citadelle de Villefranche est abandonnée. Progressivement envahie par la végétation sauvage, délabrée, la formidable forteresse est en ruine. C'est un sursaut volontariste des pouvoirs publics qui sauve la citadelle. Elle est d'abord classée à l'inventaire des monuments historiques. Puis, une nouvelle municipalité dirigée par Joseph Calderoni, appuyée par Renaissance de la citadelle, présidée par André Kahn, décide la restauration du site et l'installation d'activités d'intérêt général, administratives, artistiques et culturelles. Un nouvel hôtel de ville est inauguré en mars 1981. Sous la salle des mariages, l'ancienne chapelle Saint-Elme abrite des expositions. Le bastion de la Turbie devient un espace muséologique. Les casemates de jadis sont à présent dominées par les sculptures de Volty. Le théâtre de verdure, dévolu au cinéma, au spectacle et aux festivités, est réhabilité. Un auditorium, accueillant congrès et conférences, est aménagé habilement dans la vaste citerne d'autrefois. À l'orée du XXIe siècle, le fort Saint-Elme veille toujours sur la rade de Villefranche et renaît de ses cendres. La belle histoire de la citadelle n'est cependant pas achevée. Témoignage du génie architectural de la Renaissance, le fort Saint-Elme est un élément précieux de notre patrimoine. Les Villefranchois, très attachés à leur citadelle, et les visiteurs, illustres ou anonymes, toujours plus nombreux, plébiscitent la formidable forteresse. Se doutent-ils pourtant du coût qu'occasionne le simple entretien d'un si considérable monument ? Imagine-t-il la lutte incessante menée contre les broussailles et arbustes qui menacent en permanence l'ouvrage ? La réhabilitation et les travaux entrepris dans les années 80 ont permis de sauver la citadelle. Néanmoins, des pans entiers de l'édifice demeurent en attente d'une restauration salutaire. De nombreux aménagements nécessaires et intéressant l'avenir restent encore dans les cartons. Groupés au sein de l'association Montolivo, des citoyens s'engagent au quotidien pour que la citadelle retrouve la place exceptionnelle qu'elle mérite. Le temps des ducs et des condottières y est fini. Mais, de par le monde, de nombreux mécènes, épris d'art et d'architecture, demeurent attentifs. Mesureront-ils le prix inestimable du fort Saint-Elme de Villefranche ? Le grand public, enfin, souvent passionné d'histoire, apportera-t-il sa pierre à l'édifice en permettant, par sa contribution,
que ce témoignage des siècles résiste et s'épanouisse. C'est sans doute là que réside le plus beau, le plus noble et le plus pacifique défi de la formidable forteresse de Villafranca.